Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Bienvenue dans ma classe Hors Laos. Aujourd'hui, le cours porte sur un chapitre de première S, mais aussi c'est un chapitre qui intéresse aussi les élèves de terminale S. Donc, chers élèves de première S, je voudrais que vous acceptiez que j'invite aussi dans cette classe aujourd'hui les élèves de terminale S. Donc, c'est l'analyse combinatoire, plus connue sous le nom dans le programme de dénombrement. Alors, donc, quand on dit analyse combinatoire, dénombrement, dénombrer, c'est compter. Alors, donc, il y a une petite histoire ici, pour qu'on puisse comprendre les origines de l'analyse combinatoire. Et ces origines, c'est depuis l'Antiquité grecque. Et là, Plutarque rapporte ici un débat entre Chrysippe et Hipparque sur le nombre de façons de combiner 10 propositions. Le nombre de façons de combiner 10 propositions. Vous voyez donc, dès l'Antiquité, on parlait de déterminer un nombre qui concerne la combinaison de 10 propositions. Donc, il y a nombre combiné. Parmi les autres précurseurs aussi, on peut citer le mathématicien indo, Bhaskara, Bhaskara II, parce qu'il y a deux Bhaskara, il y a Bhaskara Ier et il y a Bhaskara II. C'est au 7e siècle après Jésus-Christ. D'ailleurs, lui, il avait écrit un grand livre sur les mathématiques, qu'il avait intitulé Lilavati, qui porte le nom de sa fille. Alors, et qui chercha à déterminer le nombre, encore, regardez bien, toujours on cherche à déterminer le nombre de possibilités. Ici, c'est le nombre de façons. C'est la même chose que le nombre de possibilités de choisir P garçons parmi N garçons. Et il y avait aussi les Arabes, Al-Samawal Al-Karaji. Si, chers élèves, vous devez savoir que les Arabes aussi furent de très grands mathématiciens. Entre le 9e siècle jusqu'au 13e, 14e, 15e siècle, ils ont écrit beaucoup de choses sur les mathématiques, surtout sur les équations, sur la trigonométrie, en astronomie. Ils ont fait beaucoup de travaux. Et là, on peut citer ici Al-Samawal Al-Karaji, il y a Tariq ibn Khura. Tout ça, c'est des mathématiciens arabes qui ont travaillé sur ça. Et aussi, il y a le chinois que je peux citer, Zhou Shiji, qui au 15e siècle aussi s'était intéressé au dénombrement. L'analyse combinatoire se développe de façon remarquable à partir du XVIIe siècle, en même temps que le calcul de probabilité. Alors là, il faudrait, chers élèves, que vous sachiez que le calcul de probabilité n'est pas en relation directe avec les dénombrements. D'ailleurs, on a dit de façon à partir du 17e, en même temps que le calcul de probabilité. Parce que la probabilité, on verra ça ultérieurement, la probabilité, c'est des fréquences. Il y a une approche fréquentiste. Donc, c'est estimer le degré de confiance que nous avons dans la réalisation d'un événement, d'une expérience aléatoire. Donc, ça n'a rien à voir avec le dénombrement. Avec le calcul de probabilité avec Blaise Pascal et Pierre de Fermat. Initialement, la combinatoire avait pour objet la résolution des problèmes de dénombrement. Donc, c'était pour résoudre les problèmes de dénombrement provenant des jeux de hasard. Et le mot hasard vient du mot arabe al-hazr. Plus tard, elle se développe à la théorie des nombres et à la théorie des graphes. Bon, ça ne nous intéresse pas, chers élèves de première. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes de dénombrement. La combinatoire s'intéresse aux méthodes permettant de compter les éléments dans des ensembles finis. Donc, vous voyez dans l'approche historique que nous allons, chers élèves, apprendre à compter les éléments d'un ensemble fini. Et pour cela, il faudrait que nous puissions savoir qu'est-ce que c'est qu'un ensemble et qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini et comment compter un ensemble fini. Alors, apprendre à compter les éléments dans des ensembles finis, c'est ce qu'on appelle la combinatoire énumérative, énumérée. Et à la recherche des optimums dans les configurations ainsi qu'à leur existence. Ça, c'est la combinatoire extrémale. Là, ce n'est pas de notre programme. La combinatoire intervient aussi dans le calcul de probabilité et dans l'informatique. Tout ça, c'est bien de le savoir. Donc, chers élèves, à la fin de ce chapitre, vraiment, vous devez être capable de déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini de grande cardinalité. Donc, ce qu'il faut retenir, chers élèves, qu'est-ce que nous allons faire, apprendre? Nous allons apprendre à connaître la définition d'un ensemble, ensuite d'un ensemble fini, à connaître la définition du cardinal, dans la cardinalité, il y a le cardinal d'un ensemble fini, et être capable de déterminer le nombre d'éléments de ces ensembles finis. C'est ça l'objet
de la leçon. Donc, la leçon, il n'y a que deux grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui rapporte sur la notion d'ensemble fini. Et la deuxième partie, c'est les listes de dénombrement. Alors, donc pour la première partie, il y a d'abord, la première partie, c'est la définition d'un ensemble fini. Chers élèves, après cette petite historique, donc on va aborder la première partie, le grand 1, notion d'ensemble fini. Alors, et petit 1, définition d'un ensemble fini. Alors, chers élèves, d'abord, un ensemble est une collection d'objets définis deux à deux, distincts. Et chaque objet est appelé élément de l'ensemble. Je répète encore. Un ensemble est une collection d'objets définis deux à deux, distincts. Chaque objet de cet ensemble est appelé élément. Un ensemble qui ne contient aucun élément est appelé ensemble vide. Qu'on note comme ça. Ensemble vide qui ne contient aucun élément. Alors, si un ensemble contient un seul élément, comme ça par exemple, contient un seul élément A, là c'est un singleton. Un singleton. Et si un ensemble contient deux éléments, seulement on dit que c'est un ensemble pair. C'est bon de le savoir. L'ensemble vide, l'ensemble singleton et un ensemble pair. Un ensemble, chers élèves, on peut l'écrire soit en compréhension, soit en extension. Alors, un ensemble écrit en compréhension, en exemple, on dit soit A, l'ensemble des jours de la semaine. Des jours de la semaine. Alors, cet ensemble est écrit, l'ensemble A est écrit en compréhension. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble A? C'est l'ensemble des jours de la semaine. Ou bien on dit soit E, l'ensemble des nombres premiers inférieurs à 20. Donc, l'ensemble E est écrit en compréhension. Alors, soit un ensemble peut être écrit en extension. Donc, un ensemble peut être écrit en extension. Comment? Quand je dis A égale lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, alors, ici, j'ai écrit l'ensemble en extension. J'ai énuméré tous ces éléments. Quand je prends E égale, je prends 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, alors j'ai écrit l'ensemble E en extension. Donc, il y a deux façons d'écrire un ensemble. Donc, soit on l'écrit en compréhension, bien on l'écrit en extension. Alors, maintenant, chers élèves, le tableau que vous voyez ici, c'est pour représenter les ensembles. Qu'est-ce que c'est que la partie d'un ensemble? C'est quoi l'intersection de deux ensembles? Le réunion, la partie complémentaire, la différence de deux ensembles. Je vais ajouter plus tard, tout à l'heure, la différence symétrique. Alors, partie d'un ensemble E. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'ensemble E. Et ça, on l'appelle le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn. Alors, dans cette représentation des ensembles, on voit que l'ensemble A, tous les éléments d'A sont à l'intérieur. Hein? Tous les éléments d'A sont là. Voilà. Ça, tous les éléments d'A sont là. Tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble. Vous avez vu la relation d'appartenance depuis la 6e. Donc, tous les éléments qui sont là, ce sont les éléments de A. Mais nous constatons que tous les éléments de A sont dans l'ensemble E. Donc, on dit que A est une partie de E. A est une partie de E. Est une partie de E. De E. Madame si Olof, A, kër A mi ngi si biir kër E. Donc, A pàcc la si E.
mooy partie. Et là, donne A inclus dans E. Vous avez déjà rencontré le symbole de l'inclusion. Donc, si A est une partie de E, c'est-à-dire que tous les éléments de A sont dans E. Donc, X. Donc, l'ensemble A, on peut dire c'est X appartient à E, tel que X appartient à A. Ça veut dire quoi? Que si, on peut dire que si X appartient à A, alors X appartient forcément à E. Et vous avez vu, chers élèves, c'est l'implication. Je n'ai pas mis une équivalence. C'est-à-dire que la réciproque, elle est fausse. Ce n'est pas le fait qu'un élément appartient à E qu'il appartient à A dans l'inclusion. Mais tout élément de A appartient à E. Et c'est ça qu'on appelle la partie. Et l'ensemble des parties de E, est noté comme ça. P de E. Toutes les parties de E. L'ensemble des parties de E. L'ensemble vide est une partie de E. C'est la partie vide. L'ensemble vide. Il faut beaucoup subir E. C'est une partie vide. E est une partie de E. C'est la partie pleine. Donc E, le tout est une partie du tout. L'ensemble vide est une partie du tout. Donc, si on veut énumérer, par exemple, on donne un exemple ici. Exemple 1. On prend E, A, B et C. On dit énumérer toutes les parties de E, chers élèves. Donc, c'est l'ensemble des parties de E. Donc, on demande de déterminer l'ensemble des parties de E. Des parties de E. Voilà. Kër gi, yan parties ñoo fa nekk, yan pàcc ñoo fa nekk. Ñu ne waaw, donc, on va écrire l'ensemble des parties, P de E. Bind. On va écrire l'ensemble en extension, chers élèves. Su fa dara nekkulee, l'ensemble vide, ñu ne si partie la bokk, si E la bokk. Donc, l'ensemble vide est une partie de E. Ñu est d'accord. C'est la partie vide. Ensuite, E est une partie de lui-même. Donc, tous les éléments de E, c'est des parties. Donc, E est une partie de E. Ensuite, on va prendre les parties pour être méthodique, chers élèves. On va commencer maintenant à prendre les parties de E ayant un seul élément, c'est les singletons. Donc, les parties de E ayant un seul élément, il y a A, c'est une partie, B, c'est une partie, et C aussi. Tous ces éléments-là sont des parties de E, si E le nous bokk. Ensuite, on prend les parties de E ayant deux éléments. Donc, on peut prendre A et B. D'accord? On peut prendre A et C. D'accord? Ensuite, on peut prendre B et C. Tout ça, ce sont des parties de E, si E le nous bokk. Donc, ce qu'on a fait, c'est fini. Parce que E a trois éléments. Donc, on ne peut pas avoir des parties qui ont plus de nombre d'éléments que l'ensemble E. Raison pour laquelle on a commencé par E lui-même. Maintenant, on prend les parties, les singletons, les parties à des éléments. Si E avait 4 éléments, il y aurait l'ensemble vide, E lui-même, les parties de E ayant un seul élément, les parties de E ayant 2 éléments et les parties de E ayant 3 éléments. Pourquoi? Parce que l'ensemble E a 4 éléments. Donc ici, il faut l'ensemble vide, jël E, jël partie nga xam benn élément moo fa nekk, jël partie nga xam ñaari élément ñoo fa nekk, jël partie nga xam ñetti élément ñoo fa nekk. Ndax E 4 éléments lay am su boobaa. Donc voilà un exemple comment on détermine les parties de l'ensemble E.